Alors l'affaire du Mavi Marmara est en train de connaître de grandes évolutions. Tout ça, c'est pas très visible et c'est très heureux si on peut avoir un peu de temps pour l'expliquer. On sait que c'est l'attaque de plusieurs bateaux qui étaient regroupés que des civils et qui ont eu lieu en haute mer. Bon, et ça posait la question de savoir si un État peut faire la police en haute mer. Et deuxième question, de la violence de cette intervention parce qu'il y a eu 9 morts. Et troisièmement, du blocus, vu que s'il y a eu l'attaque, c'est bien parce qu'il y avait le blocus. Bon. Alors les procédures ont été lesquelles? Évidemment, du côté d'Israël, il n'y a rien à faire. Les Turcs ont déposé plainte devant leur pays et donc il y a toujours un processus. C'est un peu long, mais on a encore des audiences à venir. Ce que je peux dire simplement, c'est que c'est assez fort de la part de la justice turque car le procès se poursuit. Il y a régulièrement des auditions, des audiences avec des témoins qui sont entendus. Il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés. Donc la justice turque, à son niveau, avance, ce qui n'est pas simple, vu les relations qui ont pu exister entre les deux pays. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de démarches de la part de l'occupant à Israël pour dire on indemnise les victimes, on indemnise l'association qui a organisé le convoi et on passe à autre chose. Et les familles ont refusé ce jeu en disant c'est pas une affaire d'indemnisation, c'est vraiment une affaire de justice. Voilà. Donc ça se poursuit. On a encore des audiences qui sont prévues au mois de novembre devant la justice turque. Ensuite, il y avait un deuxième aspect, c'est celui de la Cour pénale internationale. Et ici, le procès est porté par les Comores. Alors on se demande qu'est-ce que les Comores font là-dedans. Alors là, il faut venir à la règle de l'immatriculation des bateaux. C'est-à-dire qu'un bateau, il est enregistré auprès d'un pays, c'est un rattachement administratif, et ce rattachement administratif a pour conséquence qu'on considère que la surface du bateau relève de la juridiction de l'État. Donc un bateau qui est sous pavillon français, il est français, même s'il appartient à une société. Et donc un bateau qui était très financé par les Turcs, mais qui était sous pavillon comorien, relève de la compétence des Comores. Il y avait également un autre bateau qui a été sous pavillon cambodgien, un autre sous pavillon grec, et ces trois pays ont ratifié la CPI. Celui qui nous intéresse beaucoup, c'est le Mavi Marmara, parce que c'était le plus important de tous. Et le Mavi Marmara, c'est donc celui sur lequel a eu lieu l'attaque principale avec les 9 morts. Et donc qui relevait de la CPI par le biais des Comores. Donc ici, il faut absolument saluer la démarche de justice des dirigeants des Comores qui ont décidé de déposer plainte devant la CPI. Et donc là, je veux m'arrêter sur ces mots, d'autant plus qu'ils sont simples. On met beaucoup de tort sur la CPI en lui disant qu'elle ne se saisit pas de l'affaire, on lui a transmis le dossier, elle ne fait rien. Mais depuis quand un juge, on lui transmet les dossiers, puis il s'en saisit? Est-ce que vous avez déposé plainte ou non? Donc, par exemple, la Palestine a finalement ratifié le traité de la CPI, mais elle n'a pas déposé plainte. Elle dit, je fais des rencontres, je vais... Très bien, mais elle n'a pas déposé plainte. Les Comores, elles ont déposé plainte, et vu qu'elles ont déposé plainte, ça oblige le procureur à faire une première enquête. Le procureur a fait cette enquête, et il dit 3 choses. La première chose, elle dit, il y a eu une intervention à laquelle Israël n'avait pas droit, c'est-à-dire que l'État d'Israël n'a pas de droit de faire la police dans les eaux internationales, donc c'est un acte qui est illégal par nature. Voilà. Deuxième chose, l'acte a été d'une très grande violence, vu qu'il y a eu 9 morts, des victimes qui ont été très maltraitées, puis après la manière de traiter les personnes. Donc tout ça est très bien qualifié par le procureur en disant que les deux font qu'on est bien dans une dimension de crime et un crime qui relève de la CPI. Voilà. Mais le procureur rajoute une troisième chose en disant que la CPI doit s'occuper des affaires majeures et que 9 morts, ce n'est pas suffisant pour la CPI. Et donc elle a classé l'affaire sous cet angle-là, un dossier qui n'aurait pas assez d'importance. Donc les Comores ont accepté de faire appel, et ce qui est là encore un acte très lucide et courageux, enfin courageux en tout cas très déterminé de la part des Comores. Et vu que les Comores ont fait appel, on est sorti du bureau du procureur, et pour la première fois des affaires de Palestine, disons, on arrivait devant un juge. Vu que très souvent, on dit c'est la CPI, mais la CPI, c'est le procureur et les juges. Et jusqu'à maintenant, les juges de la CPI n'avaient pas vu un dossier qui parlait de Palestine, parce que tout était bloqué dans le bureau du procureur.
Et donc la première fois qu'un dossier de la CPI, qu'un dossier de la Palestine arrive devant les juges de la CPI, eh bien c'est un jugement favorable qui a été rendu, vu que la Chambre préliminaire, dans son jugement du 27 juillet 2015, donc très récent, a dit que le procureur s'était trompé dans son analyse, que pour apprécier la gravité des faits, il fallait voir l'impact que ça avait sur le blocus et donc sur la population de Gaza, et il lui a donc fait une série de remontrances extrêmement précises en lui disant « j'annule votre décision, maintenant il faut ouvrir l'enquête ». Voilà, donc là, il faut retenir que la première fois que les juges de la CPI se saisissent d'un dossier, c'est pour rendre un avis favorable et qui reconnaît la gravité du blocus. La procureure a fait appel. Voilà, donc ça c'est l'épisode du moment, c'est-à-dire que l'affaire va être transférée devant la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Donc ça c'est de la procédure. Dans les procès, on est habitué, il y a un jugement, il y a un appel, voilà. Donc on est en train de s'organiser. On travaille sur ce dossier très bien avec l'équipe des militants turcs et des avocats turcs. Les Comores travaillent avec un cabinet britannique avec qui on a les meilleures relations. Et moi, j'ai été mandaté par le syndicat des pêcheurs de Gaza et 450 habitants de Gaza qui expliquent ce que représente le blocus dans la vie quotidienne. Et notamment le fait que quand il y a l'attaque du Mavi Marmara, c'est l'armée qui se permet de faire la police avec des moyens démesurés sur des embarcations civiles, et que quand elle fait ça, l'armée israélienne, elle est rodée parce qu'elle fait ça de manière continuelle sur les pêcheurs qui sont victimes. C'est-à-dire que le blocus, c'est pas que économique, c'est aussi la mort des pêcheurs, c'est la destruction de leurs embarcations. Voilà. Donc on travaille sur toutes ces questions. Qu'est-ce que fera la juridiction d'appel? Eh bien, on verra. Si elle confirme, eh bien, il y aura ouverture d'une enquête avec nécessité d'identifier les personnes responsables. Voilà, on en est là pour le moment. C'est ce que voulait la Chambre. On verra si la Cour va le confirmer. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand vous avez des procédures de droit international aussi complexes, on ne peut pas les juger uniquement par rapport au résultat final. L'arrêt qui est rendu, il va faire 25 pages, 40 pages. Et dedans, il y a beaucoup de choses. Et donc, par exemple, notamment, il est jugé qu'Israël n'a pas le droit d'attaquer dans les eaux internationales. Là, il y a consensus de la part du procureur et de la justice, vous voyez. Voilà, donc on va nous continuer sur le plan strict de la procédure, et également sur le plan des explications, parce que même si ce n'est pas visible dans la vie de tous les jours, ce sont des choses extrêmement importantes et jamais les responsables israéliens de crimes n'ont été si près d'un tribunal international.